Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Il y a quelqu'un qui va nous rejoindre encore dans quelques instants. Euh, Merci déjà à ceux qui viennent de se connecter. Alors, juste une petite question. Est-ce que tout le monde a bien une caméra et un micro? Oui. Oui, oui, Laurence, oui. Et les autres, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat si jamais vous n'aviez pas de micro. Euh, et nous allons laisser la parole du coup à Sophie qui va nous expliquer et nous montrer les bienfaits de créer une marque, comment ça se passe et combien ça coûte surtout. Merci Sophie, en tout cas de nous présenter ça ce matin et je te laisse la parole. Merci beaucoup Solène. Merci à vous d'être présent ce matin. Nous allons effectivement, pendant la petite heure qui vient, parler des questions de marque. Donc la grande chance ce matin, c'est que nous ne sommes pas très nombreuses. Donc n'hésitez pas, on va faire un tour de table. Parlez-moi de votre problématique, de vos questionnements. En gros, plutôt que de faire un déroulé de ce que j'ai préparé sans interruption, autant profiter de ce petit comité pour vraiment répondre à vos questions et de façon le plus précise possible pour que vous ayez un vrai bénéfice en sortant de cette heure-ci. Donc, pour présenter le thème, c'est « Je voudrais créer une marque, comment ça se passe, combien ça coûte ?» Alors, je vais vous dire pourquoi on a eu avec Solène l'idée de ce webinaire. Ça s'est passé au premier confinement 2020. Tout le monde s'est retrouvé coincé à la maison. Et là, on a eu un afflux extraordinaire, vraiment je le dis, de contacts disant « Voilà, je voudrais créer une marque ». Et j'ai été très surprise, et surtout de gens très jeunes, hein, mais vraiment de très jeunes gens, 18, 20 ans, ou des personnes qui étaient en activité. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'au lieu de dire « je voudrais créer une société » ou « je voudrais créer un produit ou une activité », aujourd'hui, les gens s'expriment en disant « je voudrais créer une marque ». C'est-à-dire que l'objet concret ou le service concret passe au second plan derrière l'idée de marque. Donc, effectivement, à partir du moment où un mot devient, où tout le monde s'approprie ce mot-là, il m'a semblé nécessaire de resituer ce que c'est, ce que ça représente et comment ça se passe. Ça devient un mot que tout le monde utilise. On parle de marque à tout propos, et on est environné de marques, c'est normal. Mais derrière, il y a une mécanique qui est extrêmement complexe, extrêmement pointue, et ayant plus de 30 ans d'expérience dans le domaine marque, marketing, communication, je me permets de dire que c'est la partie qui est réellement la plus complexe et celle qui pardonne le moins en cas d'erreur, mais qui rapporte aussi le plus. Pour me présenter, ça y est, ça ne veut pas. Avec le petit clavier sinon. Oui, voilà, c'est bon. Voilà. Donc, pour me présenter rapidement, donc, je suis Sophie Roux. Je suis avec Claude Gottlieb, la fondatrice de Brand Silver. Brand Silver, c'est une agence de création et stratégie de marque qui est spécialisée dans l'innovation, tech, santé pharma, industrie et impact sociétal. Et toute notre mission consiste à construire un avantage concurrentiel pour nos clients en soutien de leur modèle économique. Il y a réellement cette idée-là, c'est un avantage concurrentiel et c'est lié au modèle économique. Alors, nous avons travaillé avec un panel assez large d'entreprises, beaucoup de startups, bien évidemment, puisque nous sommes dans l'innovation, jusqu'à des grands groupes ou des grandes entités comme Sophie Antipolis ou des grands groupes comme Vinci, comme GE Healthcare, etc. Pas mal de PME, TPE aussi. Et nous avons la chance, bien que nous soyons une toute petite structure, que notre travail soit régulièrement primé, notamment à l'international, au Transform Awards Europe, où là, il y a une très forte compétition. Les anglo-saxons sont très pointus sur les questions de marque. Donc, c'est là où on a choisi d'aller se battre pour réellement étalonner, évaluer notre savoir-faire.
et on a des prix régulièrement. Là, pour 2022, on a 3 projets sélectionnés. On est en shortlist, on en saura plus fin mars. Mais 3 projets pour une entreprise comme la nôtre, une agence comme la nôtre, c'est beaucoup. Ça veut dire que ça fonctionne plutôt bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, réfléchissez à ça, mais j'aimerais, avant que l'on rentre dans cette question-là, que vous vous présentiez rapidement. Si on peut faire un petit tour de table virtuel. Laurence, est-ce que tu veux prendre la parole? Je me permets de te désigner. Oui, il y a pas de souci. Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc je m'appelle Laurence Alençon. Je suis fondatrice en fait d'une société qui s'appelle Kianit Conseil et j'accompagne les entreprises en fait dans leur démarche achat, leur stratégie achat, la mise en place en fait de démarches achat responsables. Donc, c'est de la gestion de risque, c'est la gestion de relations fournisseurs, c'est du sourcing. Voilà, et j'accompagne à travers des missions d'expertise, de manager de transition ou alors de la formation. Alors, tu veux que je réponde à la question maintenant ou pas? Oui. Quelles sont tes attentes là? Est-ce que tu as des questions qui sont très particulières? Alors, je n'ai pas de questions très particulières, mais ça m'intéresse parce que, en fait, quand j'ai créé ma société, alors du coup, moi, je voulais créer une société, voilà. En fait, j'ai été confrontée à la problématique du nom, justement, que j'allais donner à ma société. Alors, au début, en fait, je pensais que ça allait être facile. Donc, j'avais plein de noms, en fait, de mots qui arrivaient. Et en fait, au fur et à mesure de l'avancement et de la concrétisation du projet, plus j'avançais, plus ça devenait compliqué, en fait, pour moi, tout compte fait, de savoir quel nom j'allais lui donner. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, que le projet se concrétisait, je me disais, oui, mais c'est quelque chose que je vais porter. Alors, surtout quand c'est une petite entreprise, hein, je suis toute seule, donc c'est moi. Et du coup, je me posais des questions, mais est-ce que tout compte fait, est-ce que ça me représente? Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est l'histoire derrière? Donc, en fait, je me posais un petit peu toutes ces questions. Et en fait, ça a pris beaucoup de temps. J'ai été très surprise en fait par cette étape-là parce que je pensais que c'était très facile et en fait non, ça a été extrêmement difficile. Donc je l'ai fait à l'ancienne. Je ne suis pas passée par une agence. Et du coup, en fait, je me faisais des brainstorming avec des amis. J'avais regroupé voilà, j'avais demandé le soutien en fait d'amis pour qu'ils me donnent leur avis. Voilà, donc je faisais des listes de mots et voilà, j'envoyais des sondages. Voilà, pour savoir en fait qu'est-ce qui leur retour en fait sur le nom. Voilà. Et du coup, ça s'est arrêté sur Kianit Conseil. Voilà. Super. Effectivement. Tu sais, Laurence, on a fait le webinaire de l'an dernier, c'était justement sur le nom de marque. Et tu as raison, c'est la partie réellement, alors non, la marque c'est compliqué, mais le nom de marque, c'est la partie la plus subtile, la plus subtile. Et là, en ce moment, on est on travaille sur JF Care, sur un nom de médicament. Et là, tu as à la fois il faut que ce soit juste, à la fois que ce soit disponible à déposer à l'INPI et surtout en matière de médicaments, que ce soit approuvé par l'ANSM, c'est-à-dire l'Agence de santé et du médicament. Donc, et là, c'est des critères qui sont extrêmement, comment dirais-je, c'est très, très réglementé là. Donc, oui, le nom de marque, c'est une partie, il faut vraiment avoir la gymnastique intellectuelle pour ça. Merci Laurence. Ensuite, je vois une personne avec un magnifique chemisier lilas. Je ne vous entends pas. Son et micro. Je ne vous entends pas encore. Alors, encore un petit test. Alors, est-ce que je vous entends toujours pas? Peut-être pendant ce temps. Ah, c'est bon. Alors, oui. c'est Anaïs qui parle. D'accord, ok.
peut-être pendant ce temps-là, je peux prendre la suite, ça peut Bien laisser le entendu. temps à l'autre personne. Donc moi, je suis Anaïs Vérando, psychologue du travail et des organisations. Je suis consultante en ressources humaines. J'accompagne les entreprises dans tout ce qui concerne la gestion de l'humain. Donc Oui. pourquoi ça m'intéresse de parler de la marque? C'est déjà parce que je ne pense pas faire la différence entre un nom d'entreprise et une marque. Et ensuite, j'ai été confrontée à tout ce qui concerne l'INPI, là, justement. Cette Oui. année, enfin, sur 2021, j'ai payé pour la marque, pour le nom avant CRH. Mais en fait, je ne suis pas certaine que ça soit utile. Enfin, je me pose la question. On m'a plutôt parlé d'achat de nom de domaine qui était plus pertinent que de nom d'entreprise. Donc voilà, et avons-nous le droit aussi d'utiliser le nom d'une marque dans un domaine qui est complètement différent? Par exemple, enfin, il y a Aviva les cuisines et Aviva. Donc je sais qu'il y a eu des conflits entre eux justement, mais quelle est la limite en fait? Jusqu'où peut-on utiliser le nom d'une autre marque si c'est pas dans le même secteur d'activité? D'accord. Donc, je vais reformuler sous votre contrôle. Vous Donc, m'entendez? oui, il y a des ruptures aussi, c'est pour ça. Il y a des ruptures de connexion. Il y a des moments où je n'ai pas tout entendu. Est-ce que là, vous Pardon, entendez? oui, c'est pour ça que je coupe la Pardon? caméra parce que Oui. Coupez la caméra si vous voulez que le flux soit meilleur. oui, je n'ai Voilà, pas je compris vous ai beaucoup, vu. mais voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est impeccable, Anaïs. Donc, je Je reformule. vous Est-ce que... entends. Là, c'est bon, d'accord. Je reformule. Donc, votre question, c'est la différence entre la notion d'entreprise, la notion de nom de société, la notion de marque et le nom de domaine. C'est Oui. ça? Et vous avez Enfin, le déposé... nom de domaine, Je vous entends. excusez-moi. Oui. Allez-y, allez-y. Sinon, Vous Anaïs, m'avez vous dit. pouvez marquer dans le chat au fur et à mesure. Exactement, exactement. Et je prendrai à partir de là. Donc, c'est une vraie bonne question parce que c'est vrai qu'initialement, je veux dire, quand on aborde ce sujet, on peut se poser des questions. Donc, il peut y avoir votre nom d'entreprise. Une entreprise peut avoir une marque qui va être son enseigne, qui va être son nom commercial, etc. Ce nom-là, effectivement, il est... donc ça, c'est lié à toutes vos démarches auprès du greffe. Le dépôt d'un nom en tant que marque, et vous pouvez avoir des noms différents entre le nom d'entreprise et votre nom de marque, votre nom commercial. Il peut y avoir des choses différentes. Hein. Ça peut être le même ou ça peut être différent. Votre nom de marque que vous allez exploiter commercialement, là, vous le déposez à l'INPI dans des classes, ce qu'on appelle des classes d'activité, qui sont relatives à ce que vous faites. Et effectivement, vous pouvez tout à fait avoir un nom qui existe déjà, qui est déjà déposé, mais dans un secteur totalement différent. C'est possible. C'est tout à fait possible, ça arrive. Ce qui est difficile, c'est l'évaluation du risque. Et ça, c'est un conseil en propriété industrielle qui va vous apporter ce conseil-là. C'est-à-dire que quelqu'un peut être enregistré dans une autre classe d'activité que la vôtre, mais peut estimer à un moment qu'il y a un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne. Vous voyez, et ça, c'est très difficile à estimer. Donc, rapprochez-vous d'un conseil en propriété industrielle. Et oui, le dépôt de marque coûte, ce sont les taxes INPI pour le coup, et oui, ça coûte. Et c'est différent du nom de domaine qui, là, est un registre. C'est un registre avec des gens comme OVH, comme Gandhi, etc. Et ce sont des choses différentes. Vous parliez de est-ce qu'il faut le nom de marque dans le nom de domaine? Oui, c'est mieux, parce que si votre nom de domaine, c'est juste un nom de service, ça ne vous qualifie pas, ça ne fait pas le lien entre le service apporté ou le produit apporté, enfin en l'occurrence pour vous c'est un service, entre le service apporté et la façon unique dont vous allez l'apporter. Donc, oui, c'est bien d'avoir votre nom de marque dans votre nom de domaine, effectivement. Et de surcroît, ça le protège, ça. C'est une façon de protéger votre nom de marque. Est-ce que j'ai répondu, Anaïs? Oui, merci.
Merci. D'accord. N'hésitez pas à poser les autres questions ou après, après la session, si vous avez encore des questions, de toute façon, je serai à votre disposition. Ok, merci. Voilà. Et ensuite, j'espère que je vous entends. Ah, je vous entends toujours pas. Je ne vous entends Non, pas. elle a coupé le micro, Anaïs. Mais n'hésitez pas à écrire dans le chat, Anaïs. D'accord. Ah, pardon, je pensais que vous parliez à la dernière personne qui ne s'était pas exprimée. Voilà. Et je vois qu'il y a Loïs. Ah oui, il y a plein de monde qui nous a rejoints, du coup. Oui, bah, je vais m'exprimer du coup si ça vous va. Bon. Moi, je suis Loïs Torrens. Je suis. Voilà, Loïs, bonjour. Ok. Bonjour. Michael, juste après, pardon. C'est Michael avait levé la main pour prendre la parole. Ah, désolé. D'accord. Donc, allez-y rapidement parce qu'effectivement, le temps avance. Moi, vous je en suis prie. directrice artistique et graphiste. Donc, D'accord. la création de marque, je connais par le biais visuel parce que je suis amenée à faire beaucoup de logos et d'identité visuelle en règle générale. Par Oui. contre, je ne connais pas toutes ces parties marketing, INPI et tout ça. Et j'aimerais bien en savoir plus pour pouvoir conseiller d'éventuels clients, etc. là-dedans. Ah, C'est ça que je suis là. d'accord. Peut-être que vous m'entendez maintenant. Oui. Écoutez, voilà, super. Bon, bonjour à tous, désolé. Bonjour. Bonjour. En ce qui me concerne, moi, je m'appelle Véronique Fugetta. J'ai travaillé dans le commerce pendant très longtemps, dans l'export. Et je me suis, enfin, de par mes affinités, au fur et à mesure, j'ai compris que depuis longtemps, j'étais quand même attirée par tout ce qui était marketing, publicité. Et j'ai découvert que c'était finalement, enfin, tout ce qui était nom de marque qui me correspondait, qui me plaisait depuis un bon moment, mais j'avais pas en fait pris conscience de ça. Donc là, j'essaye de trouver une formation dans le naming. Et j'ai vu le webinaire et donc je voulais en savoir un petit peu plus sur cet univers. D'accord. Qui me passionne et que j'ai enfin pris conscience que c'était vraiment. J'ai eu l'occasion de faire ça dans mon dernier travail. J'ai eu l'occasion de proposer des noms pour des produits. Oui. Donc ça a plu, etc. Donc pour moi, c'était un peu une évidence. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Bien. Je suis ravie pour vous que vous ayez trouvé votre voie. Il n'y a pas de formation. Alors, j'essaie de me renseigner pour savoir, oui, formation prise en compte par le CPF, mais Non, il y en j'ai a pas. un peu de mal. Il n'y en a pas. Comme je disais, en France, la notion de marque est assez peu enseignée et travaillée, contrairement aux pays anglo-saxons. Donc, peut-être regarder dans des formations qui seraient dispensées, soit aux États-Unis, oui, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Mais effectivement, ce ne sera pas pris en charge par le CPF. Bien, puisque vous êtes féru de marque, une marque, c'est quoi pour vous? Allons-y. Si je ne vous entends pas, exprimez-vous dans le chat. C'est quelque chose qui rejoint l'inconscient collectif. Formidable, formidable. Allez-y. On est lancé là, puis on est Michael, entre vous nous. pouvez prendre la parole si vous voulez. Ah, Michael avait quelque chose à dire? Vous voulez Voilà. Non, j'avais juste une petite question. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Moi, je suis opticien. Plutôt que de faire une marque blanche, j'ai la possibilité avec certains fabricants à Milan de marquer des lunettes. Et j'ai commencé à chercher des noms, j'en ai trouvé plein. Et chaque fois que je les tape sur la base de l'INPI, ils existent déjà. Donc déjà, je voulais savoir plus ou moins dans différentes classes, mais apparemment, voilà. Est-ce que vous pensez, ma question était celle-ci, est-ce que vous pensez, je pense qu'il est quasi impossible de s'en sortir sans prendre un vrai conseil, parce que entre les classes, les noms rapprochants, les noms existants, les noms qui viennent partie du nom, on est un peu perdu. Et en plus, on a l'impression que tout existe. Je Oui. dis, j'en ai au moins une vingtaine qu'on a cherché. En plus, des fois, on passe des heures et une fois qu'on le tape, voilà, ça existe. C'est vrai. Ça concerne, c'est-à-dire vous passez des heures et pendant ce temps, vous ne faites pas votre métier de chef d'entreprise. Et vous passez des heures sans résultat en plus. Donc, oui, c'est un exercice qui est
je dirais, c'est comme si vous décidiez demain matin de faire le grand écart. Bon, si vous êtes danseur, ça va le faire. Si vous n'êtes pas danseur, ça va être compliqué. L'effort va être important et le résultat pas terrible. Donc oui, et de surcroît, il y a comment dirais-je, une croissance dans le volume de dépôt de marque qui est vraiment impressionnant. Pour vous donner, bon, vraiment, reportez-vous au webinaire que nous avions fait l'an dernier sur le nom de marque, et peut-être Solène, c'est à identifier que c'est celui-ci qui est vraiment le point d'ancrage sur ces questions-là. Pour vous donner un exemple dans un secteur très particulier, très restreint, la classe des devices, c'est-à-dire des dispositifs médicaux. En 2000, aucun dépôt. En 2020, plus de 600 dépôts par an. Et autant de rejets. Parce que l'INPI refuse, et derrière, vous pouvez être attaqué si l'INPI accepte, mais quelqu'un d'autre estime que vous lui faites de la concurrence déloyale ou quelque chose comme ça. Donc oui, c'est un secteur et un domaine qui est très compliqué. Très, très compliqué. C'est vraiment une… Nous, on a des processus, puisqu'on doit sortir des noms de marque tous les mois pour des clients, et des noms qui sont déposables, qui puissent exploiter sans aucun souci. Mais oui, c'est une partie qui est très, très compliquée. Et à plus forte raison, ben oui, vous êtes en dispositifs médicaux du côté des lunettes en plus, dans la classe des dispositifs médicaux. Pas pour les lunettes de soleil. Lunettes de vue, oui. Oui, Lunettes de voilà, soleil, c'est non. ça. Oui, voilà, le reste, c'est en accessoire. OK. C'est une classe qui est très, 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 très encombrée. Très, très, très encombrée, effectivement. Et c'est pour ça que quand on parlait de l'histoire du coût, quand on fait une estimation de projet, on tient en compte la compétition qui existe sur la classe qui vous concerne. Et donc, pour pas faire d'erreur, il faut prendre un avocat spécialisé. alors, il y a pour à la éviter fois… les soucis, quoi. Voilà, il y a à la fois des personnes, enfin des prestataires qui vont être créatifs, comme nous le sommes, et nous travaillons avec des conseils en propriété industrielle, donc CPI. Donc, c'est pas forcément un avocat, mais c'est quelqu'un qui est réellement spécialisé, puisque c'est un métier, dans la protection et la défense des marques. Donc, un conseil en propriété industrielle. Et je crois qu'à l'UPE, il y a par exemple Nathalie Greenwald qui est adhérent à l'UPE, de Nomia Conseil, Solène. Voilà, pour parler de l'écosystème UPE, Nathalie Greenwald avait fait plusieurs présentations et c'est quelqu'un de très sérieux. Exactement. On a l'association de Nathalie, justement, plus Oui. son entreprise et une autre personne aussi qui fait ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. OK. Michael, justement, pour vous, c'est quoi une marque? Pour moi, une marque, c'est… alors, c'est ma définition. Hein, je ne vais pas parler de la définition. C'est un événement qui doit me faire tout de suite penser… c'est comme un mémotechnique. C'est quelque chose qui, d'évidence, dès que je l'entends, j'ai toute une image derrière qui se forme, un parcours, une histoire. C'est Une tout histoire. Ah oui. Oui, oui. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et c'est vrai qu'à vous tous, vous avez dit des choses extrêmement importantes, hein, entre Loïs, Véronique, Michael, Laurence, toutes, et Anaïs, vous avez dit des choses très importantes. Bien. Voilà. Effectivement, c'est tout un ensemble d'éléments immatériels, matériels et d'expériences. C'est ce que vous évoquiez, Michael, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe, il y a du vécu, il y a du ressenti, il y a quelque chose qui se met en place. Donc oui, c'est de l'immatériel au sens promesse, mission, vision, valeur, du manifeste, une histoire, comme vous le disiez, des éléments matériels, comme le précisait Loïs, un logotype, un nom, comme vous l'avez tous dit, un nom, une signature, ça peut être des odeurs, bien sûr, un univers visuel, un design, et des expériences, points de rencontre, des personnes. Des personnes peuvent incarner une marque. Bien sûr, il y a Steve Jobs, bien sûr, il y a Bill Gates, il y a Elon Musk, c'est personnalités bigger than life. Et des perceptions. Oui, effectivement, c'est exactement ça.
c'est la somme des expressions grâce auxquelles une entité est reconnue. Donc, c'est extrêmement vaste. Et c'est vrai que par rapport à la marque, et vous l'avez tous évoqué, ça nécessite une clarification des termes. Donc, vous avez la marque qui est un immatériel. C'est un immatériel, c'est quelque chose que l'on protège à l'INPI. C'est une représentation mentale, et c'est exactement ce que vous avez évoqué, Michael, une représentation mentale. L'identité de marque, là, on rentre dans du matériel, dans du tangible. Ce sont des artefacts polysensoriels, c'est-à-dire ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on sent, ce que l'on touche. Le branding, souvent on utilise le mot de branding. Là, c'est exactement comme quand on parle de la marche et marcher. Walk and walking. Brand, la marque. Branding, c'est le fait de mettre sa marque en action et de créer de la présence à l'esprit. Et ensuite, ce que vous aviez évoqué, Véronique, et votre grand amour pour la publicité, c'est la 4e phase. Ce sont toutes les actions qui sont destinées à provoquer le passage à l'action, le passage à l'acte d'achat. Donc, ce sont des mots qui recouvrent des phases différentes, mais aussi des savoir-faire différents. Et en ce qui nous concerne, donc notre métier, notre mission, c'est de créer une préférence. Pourquoi on préfère acheter un café chez Starbucks? Pourquoi plutôt que de le prendre au Selecta? Parce qu'entre les deux, il y a une expérience de marque, il y a une marque. Donc nous créons des structures mentales, des associations, des souvenirs, des convictions. Pourquoi quelqu'un qui a un Mac a la conviction qu'il ne plante pas? Je vois Claude en face qui est le directeur de création, il relance son Mac, je lui dis, est-ce que tu as planté? Il me dit, mais non, un Mac ne plante pas, je réinitialise. Conviction, croyance, déni. Et donc, c'est ce qui dispose un consommateur à choisir un café chez Starbucks plutôt qu'un café chez Lesta, alors qu'au goût, c'est exactement la même chose. Et derrière, nous activons la marque de façon à générer des ventes ou un changement de comportement. Et le résultat, c'est réellement un actif qui est déterminant en termes de business et de valorisation. Vous avez tous parlé de vos expériences créatives en matière de marque. Effectivement, c'est la première étape. Mais derrière, pour l'entreprise, c'est du business. Roche, son nom, vaut 7 milliards, 7 milliards 7. Largement inférieur à la valeur d'un Apple, ou etc. Mais rien que pour vous dire, Roche, 7 milliards. Donc, on parle de business. Donc, la question, c'est quand, la première des questions, c'est quand on crée une marque. Je dirais que ça, je lutte en ce moment, contre le... vous avez dit que depuis le confinement, on a beaucoup d'appels, je voudrais créer une marque, créer une marque, créer une marque. OK. Mais il y a des moments où on crée des marques et des moments où ce n'est pas nécessaire. Donc, on crée des marques, c'est une action qui est très ponctuelle, où on se repose des questions sur l'état de sa marque, la santé de sa marque, à des moments très précis. C'est bien sûr la création, c'est le lancement d'un produit, comme vous, Michael, actuellement avec votre ligne de lunettes, avec votre marque. C'est lorsqu'on a un repositionnement stratégique, c'est une fusion-acquisition, une cession, un renouvellement générationnel. Renouvellement générationnel, c'était le travail qu'on avait fait sur Sophie Antipolis. Les fusions, acquisitions, cessions, effectivement, on se pose la question de quel est le nouveau nom, quelle est la nouvelle identité qui va regrouper tout le monde. Donc, on ne crée pas des marques chaque fois qu'on a une nouvelle idée. C'est réellement un acte stratégique dans la vie d'une entreprise. Et là, pour vous donner un exemple, un autre exemple, l'exemple où on a tué des marques à l'inverse, c'est-à-dire à la fois le quand on crée une marque, mais quand on détruit une marque. Vianeo, c'est une très, très belle entreprise de Sophie Antipolis qui est aussi adhérente de l'UPE. Très belle croissance, très belle progression. À un moment, la question, c'est je ne sais plus comment je m'exprime entre mes marques produits, ma marque entreprise. Donc là, au contraire, on a tout resitué et on a tué des marques parce qu'il y en avait trop et cela brouillait en quelque sorte cette image mentale que leurs clients pouvaient se faire. Ça la ralentissait. Donc, ça ralentissait le business, ça ralentissait la démarche commerciale.
on clarifie tout, on replace tout. Le pourquoi créer une marque. Donc, vous voyez, il y a des questions de fond avant de se lancer dans cette création de marque et dans le faire. Il y a des questions de fond qui se posent. Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Pourquoi je vais le faire? Et quand on est une petite société, il y a vraiment une bonne raison, une forte raison de le faire, c'est cette loi du double jeopardy. Est-ce que vous connaissez cette loi-là? Donc, c'est ce qu'on appelle une heuristique, c'est-à-dire un constat fait. Le double jeopardy ou double péril en français, c'est un constat que quand on a une faible part de marché, on a moins de loyauté de la part de ses clients. Quand on a moins de loyauté, on a moins de part de marché, etc., etc. Donc, on est dans la partie à risque, double péril, du développement de l'entreprise. On reste coincé sous cette barre jaune. À l'inverse, quand on a une forte part de marché, forte loyauté, renforcement de la part de marché, etc. C'est la preuve sociale. Même si je ne suis pas content de mon matériel chez un tel ou un tel, c'est le leader du marché. Donc, je préfère me tromper avec la masse plutôt que d'avoir raison toute seule. C'est la preuve sociale. Et ça, cette preuve sociale, elle s'affirme, elle se confirme à travers la marque. Et la seule façon de contourner, de dépasser ce double jeopardy, c'est de créer soi-même sa catégorie, c'est-à-dire affirmer fortement ses spécificités qui vont conduire à une nouvelle catégorie. Et dans cette catégorie, là, vous aurez une forte part de marché et vous ne serez pas comparable au leader du marché. Donc, créez votre marque pour exprimer cela. Et effectivement, la marque, ça vous permet de commencer la partie. On travaille beaucoup avec des startups. La question de la marque est d'avoir une identité qui soit forte et qui ait du sens et qui soit différenciée. Ça permet de commencer à jouer. Un bon produit, on nous dit, moi j'ai un bon produit, ça marche bien et tout le monde va le vouloir. Non, c'est un prérequis, c'est juste ce qui vous donne le droit de vous asseoir à la table. Avec une marque, là, vous sortez du lot. Et ça, on l'a fait pour Béatrice Collat, qui est aussi membre de l'UPE. Béatrice lançait à l'époque Evoluflore. Le challenge, c'était le suivant. En septembre, elle a le plus gros salon de sa profession. Donc, c'est un logiciel de caisse pour les fleuristes. C'était à l'époque un logiciel de caisse pour les fleuristes. Aujourd'hui, elle a vraiment énormément développé tout ceci. Le gros challenge, c'était en septembre, le plus gros salon professionnel. Elle doit réussir. Elle doit tester son produit et elle doit créer l'événement. Elle n'a pas le droit de se rater, sinon c'est fini, son projet, elle le replie. En face d'elle, elle le sait, il y a Fiducial, groupe mondial. On a tapé très fort. Le stand de Fiducial était vide parce qu'il parlait du produit. Le stand de Béatrice a fait carton plein pendant tout le salon et c'est là réellement le moment fondateur, là où elle s'est lancée. Avec donc cette identité qui est à la fois forte, mais ce n'est pas que la question de l'identité. Avant, on avait posé toutes les briques de questionnement qui étaient nécessaires pour que tout soit juste et bien placé. Et du reste, Béatrice a remporté un prix national qui est les trophées de la communication. Donc, le bon produit, ça ne suffit pas. Il faut réellement taper plus fort. Quand on me dit, oui, mais ma techno, elle est unique. Non, toutes les technos, elles ont des alternatives. Mon produit, il est unique. Non, tous les produits ont une alternative. Ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on fait du business. On a toujours trouvé des solutions alternatives à tout. En revanche, les marques, votre marque, c'est ce qui va faire de vous quelqu'un d'unique. C'est ce qui va faire de votre produit, de votre service, quelque chose d'unique et désirable. Désirable. On parlait tout à l'heure d'avocats, etc. On nous parle souvent de brevets, puisqu'on travaille beaucoup dans les techs. On me dit, moi, j'ai un brevet, tout va bien se passer. Oui, mais dans votre brevet, il perd de la valeur avec le temps. Au bout de 20 ans, il est tombé, votre brevet. Avec le temps, la marque prend de la valeur. Donc, les choses doivent réellement partir les deux en même temps, parce que celui-ci va descendre là où celle-ci va monter, si le travail est fait, bien sûr. Et on nous dit, bon, moi, pour gagner des clients, non, moi, je n'ai pas besoin d'une marque. Pour gagner des clients, je leur offre plus de services ou je fais des réductions et tout. Oui, chaque fois, vous attaquez vos marges. Hein.
Donc, à terme, vous êtes perdant. Là aussi, vous avez une marque qui est juste, qui est bien pensée, qui est valorisée, qui a pris sa place et qui a cette désirabilité. Ben là, vous pouvez vendre plus cher. Là, je crois que Michael, je vous parle de choses qui sont des évidences pour vous, là. Vous avez le dessous des cartes, vous. Pourquoi vous vendez certaines lunettes à un certain prix, indifféremment de la qualité de la matière. Et dans le B2B, on nous dit, mais moi, je suis en B2B, est-ce que ça vaut le coup que je fasse une marque, que j'investisse en temps et en énergie dans un processus aussi compliqué, en argent aussi compliqué? Ben oui, parce que même en B2B, nos décisions sont irrationnelles, subjectives, informulées, émotionnelles. En face de vous, vous avez un acheteur et c'est une personne. Et ça, Laurence, vous en parlerez pendant des heures et avec beaucoup de pertinence. Les décisions sont irrationnelles. Tous les filtres rationnels ne sont que des écrans. Et ça, on peut le quantifier dans le domaine pharmaceutique où à efficience, sécurité, prix, remboursement équivalent, c'est la marque qui influence la prescription. Et là, c'est réellement quantifié. Donc oui, pourquoi créer une marque? C'est toutes ces raisons-là. Après, comment on s'y prend? Et ça, c'était votre grand questionnement avant même de vous poser les questions antérieures, le pourquoi et le quand. Donc effectivement, c'est une démarche que je vous ai énormément simplifiée. 5 phases, 6 phases, 5 phases. 5 phases. 1. La première est la vraie question, c'est-à-dire que la marque, ce n'est pas quelque chose d'artificiel. Ah, tiens, je trouve que c'est joli, je vais faire ça. Non. Ça doit durer des années. Et c'est vraiment ça qui est fondamental et différent entre une agence de communication et une agence de marque. Une agence de communication, elle est sur un temps court et elle a son métier qui est de promouvoir la marque. Nous, en tant qu'agence de création de marque, on est sur des temps longs. Un nom de marque, ça doit durer 20 ans, 30 ans, 100 ans. Tiens, juste comme ça, est-ce que vous connaissez le plus ancien nom de marque dans notre monde occidental et européen? Allez, faites un essai. Je dirais des brasseurs, par exemple. C'est des produits des plus anciens, je ne sais pas. J'ai pas de nom en tête. Oui. Des vignerons ou des brasseurs, c'est quand même des marques. Ça pourrait, c'est une bonne idée. Joël Loïs qui propose Coca-Cola. Coca-Cola a une centaine d'années, donc on peut se dire, ouais, c'est pas mal, vous assurez là. Le plus vieux nom de marque, c'est Beretta. Rien ne marche aussi bien que les armes, sérieux. Mieux que le vin, je suis désolée, Michael. Beretta, 1600 et des brouettes. Des fondeurs. Et les premières armes livrées au Vatican. Ruinart, je crois que c'était le champagne de Napoléon. Eh oui, mais 1600. Ouais. 1600. Les Ruinart, oui, c'est une très, très belle marque. C'est ce qu'on appelle une marque à héritage, quand on a une belle histoire derrière. Il y a Breguet aussi. Les montres, les horlogers aussi. Breguet, aussi, oui, 1800, tout à fait. 1800. Voilà, toutes les marques d'horlogerie sont nées avec la réforme, enfin après la réforme, quand les protestants ont été persécutés en France et se sont réfugiés en Suisse. Donc c'est après. Donc rien ne vaut les armes. Des valeurs sûres. Beretta, justement. Qui nous sommes, les questions fondatrices. Donc, on doit je reviens là où j'en étais, on doit durer, on doit penser dans le long terme. Donc, il y a cette recherche fondamentale qui est qui vous êtes au sens large du terme. Dans quel écosystème vous évoluez, quels sont vos modes relationnels, à qui vous vous adressez. Et surtout, ne pas répondre à tout le monde, parce que là, on sait que ça ne vise rien en particulier. Donc, la première partie, qui est cette phase de recherche, qui est d'une grande, grande, grande exigence. La deuxième phase, qui est celle du récit fondateur, du manifeste, ce pourquoi vous êtes là. Et ça va être la base verbale sur laquelle tout le monde doit s'accorder, quelle que soit la taille du groupe, on doit s'accorder. Quand on travaille avec Vinci, GE, etc., cette première phase-là, tout le monde doit être d'accord du haut en bas.
le DG doit l'avoir vu, doit l'avoir approuvé. C'est là où on va commencer à pouvoir travailler. La troisième phase, on rentre là dans l'application et la stratégie et l'architecture. Qu'est-ce que l'on a? Comment on le place? Comment on le structure? Et c'est à partir de là seulement qu'on va pouvoir définir une stratégie créative. Donc, comme je le disais, il ne s'agit pas de se dire « Ah tiens, je ferais bien un truc, ah je le sens bien, c'est un truc hyper inspirant, je le sens bien, je vais faire du rose et du violet, machin. » Non, non, non. C'est tout un processus qui est placé et qui doit assurer du business. Donc, nos goûts, nos envies n'ont pas lieu d'être. Ce qui compte, c'est la stratégie business à long terme. Et là, seulement en phase 4, on rentre dans une phase de design. Donc, je parle de design au sens large du terme, hein. Le nom, c'est une forme de design. Les éléments créatifs, logotype, univers visuel. Le langage, c'est un élément de design. Le son est un élément de design. La création de tous les modèles aussi. Mais c'est qu'en phase 4 qu'on rentre en phase créative. Et en fait, ce qui se passe, vos longues itérations, c'est parce que les phases antérieures n'ont pas été posées, validées. C'est-à-dire quand vous ne savez pas dans quelle direction, enfin vous connaissez la phrase, à qui n'a pas de cap, le chemin est plus long. Enfin, je ne sais plus comment c'est la phrase, mais en tout cas, si la voie n'est pas tracée, s'il n'y a pas un plan, eh bien vous passez un temps fou en itération, en abandon, en recommencement, etc. Et la cinquième, là on rentre dans le déploiement, c'est-à-dire tous ces artefacts de marque, ces éléments concrets, de nom, d'identité, de son, rentrent dans votre communication, sont partagés avec vos RH. Je pense que le truc significatif, c'est quand on avait travaillé pour un nom de marque pour Vinci, les résultats de nos phases de recherche, on nous a dit est-ce qu'on peut les transmettre au RH? Mais bien entendu, tous les éléments de langage et tous les éléments stratégiques identifiés servent au RH, au commercial, à la compta, à la logistique. Rappelez-vous, au début, on a dit la marque, c'est tout un ensemble, ce n'est pas seulement du matériel, mais ça va être aussi une façon d'être, par exemple, de choisir ses fournisseurs. Il ne suffit pas de se dire tel fournisseur va m'apporter ce dont j'ai besoin, mais nous sommes aussi accordés sur nos valeurs, sur notre façon de faire les choses. La communauté d'intérêt, c'est une chose, la communauté de valeurs, c'est bien plus importante. Et là, je parle sous ton contrôle, Laurence. Donc, ça va irriguer tous vos services de façon transverse. Donc, c'est bien plus qu'un ensemble de signes. C'est aussi ça qui va procéder à des choix stratégiques de l'entreprise. On va lancer tel produit ou pas, c'est hors de notre mission. On va faire de l'innovation dans cette direction-là, oui. On va faire tel type d'événement, oui, c'est dans l'expression de nos valeurs ou pas. Et le sixième point, c'est l'engagement. Et ça va prendre des années. C'est le soutien continu et cohérent sur le long terme de votre marque. Et c'est là où on voit la différence entre marque et communication. J'ai une image très simple, c'est l'Iliade et l'Odyssée. Vous connaissez l'Iliade et l'Odyssée. Avant même le récit qu'on a fait Homère, il y avait cette histoire fondatrice de ce héros Ulysse. Et puis, il y a eu la version d'Homère. Et puis, peut-être qu'il y en a une version portée par Brad Pitt et par un blockbuster hollywoodien. Peut-être qu'il y en a une autre version qui est faite en bande dessinée, un autre en dessin animé, un autre en récit, en chanson, en opéra, etc. Il y a une histoire fondatrice, et ça, c'est la marque. Et derrière, il y a de la communication qui sont les versions de l'histoire fondatrice. Et ça, c'est la communication. Donc, chaque année, on re-challenge la communication, mais ce challenge se fait en regard des fondamentaux de marque et dans le respect des fondamentaux de marque. Ce n'est pas du tout et le même savoir-faire et la même temporalité. Et donc, on a une vraie marque si on arrive justement à re-raconter cette histoire fondatrice, à l'irriguer d'année en année. Nike, depuis plus de 30 ans, raconte toujours la même histoire, toujours cette même histoire du héros face aux éléments, du héros face à l'adversité. Mais chaque année, c'est renouvelé en fonction du contexte, en fonction de l'icône qu'ils vont choisir, de la personnalité qu'ils vont choisir, des médias qui vont apparaître ou disparaître.
des événements qui se produisent dans leur écosystème. Mais c'est toujours fondamentalement la même histoire. Il faut du temps pour créer une marque. La marque est indissociable du temps. Il faut du temps pour créer une marque. Tout ça qui s'en occupe. Ben, vous l'aviez évoqué. On a la croyance que chacun peut le faire. Ben, vous l'avez éprouvé, ça prend du temps et puis on a beaucoup d'échecs, on a beaucoup d'impasses. Et j'ajouterais à cela que quand vous le faites, vous, déjà, nous, c'est notre exercice quotidien. On a des process, il faut que ça sorte tous les mois. Donc, on a des process qui sont validés, qui nous encadrent. Quand on fait ça occasionnellement, on ne peut pas mettre en place des process, on ne peut pas les valider sur le nombre des process. Donc, on y va à l'inspiration avec tous les écueils que ça peut représenter. Avec de la chance, on y arrive, mais entre-temps, on se prend pas mal de murs. On a l'imagination, notamment pour le nom de marque, que j'avais entendu cette histoire une fois, oui, c'est le patron d'EasyJet rentre chez lui, il boit un whisky et c'est là où il a l'idée d'EasyJet. Ça, c'est un mythe. Ça, c'est la colonne mythe. Non, c'est pas vrai. Ça se passe pas comme ça. Les post-it. Alors, on voit souvent plein de post-it. J'ai fait plein de post-it. Oui, non, le post-it, c'est un outil, hein, c'est pas une méthode. L'inspiration, le doigt de Dieu, c'est divertissant, c'est amusant. Ah, j'aime beaucoup faire ça. Derrière, c'est du business pour une entreprise. Donc, on a quand même une petite responsabilité dans l'avenir de cette entreprise-là. Et en face, la réalité, il faut initialement avoir du talent et derrière, beaucoup de travail. Il y a de la formation, c'est ce que vous évoquiez, Véronique, oui, la formation. Donc, il faut avoir accumulé beaucoup de pratiques et beaucoup de formation, et là, partout dans le monde, pour avoir cette maîtrise-là. Beaucoup de travail, beaucoup d'expérience. Mais derrière, c'est du business que l'on apporte aux clients. C'est pour ça que l'enjeu, il est réellement là. C'est l'avenir d'une entreprise qui se joue souvent sur sa marque. On peut se planter sur un site Internet, une plaquette, on la refait. Se planter sur la marque, c'est plus compliqué. Et là, pour bien choisir votre agence en termes de création de marque, demandez le portfolio, que ce soit de création de nom ou d'identité, demandez le portfolio. Demandez quel est le processus créatif. S'il n'y a pas de processus, eh bien, on compte sur l'inspiration. Et je peux vous dire que Dieu n'est pas toujours là, n'est pas toujours à vos côtés ou aux côtés de votre client ou à nos côtés, à nous aussi. Donc, il faut un processus. Est-ce qu'il y a un processus de validation linguistique et réglementaire? Ou est-ce que même les plus grands peuvent tomber dans ce piège-là? On a l'exemple bien connu de la marque automobile qui a nommé son véhicule Koleos, avec l'intention de commercialiser sur la Grèce. Manque de bol, Koleos en grec, ça veut dire couille. En voici une belle qui est en train de passer dans la rue. C'est plutôt un truc à éviter, ça. Demandez aussi qui va travailler sur votre projet, s'il y a une continuité, si c'est un senior. Quels sont les livrables que vous allez avoir d'un point de vue concret? Et quel est le modèle financier et les modalités de cession de droits? Et ça, quand on parlera du coût, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, je pense, Loïs, vous êtes au fait de ces sujets-là. Et il y a beaucoup de choses et à dire et à faire dans ce domaine-là. Vous êtes membre de l'Alliance française l'AFD? Non, je ne suis pas membre. Je suis freelance, en fait. Donc, je n'ai pas accès à ça, je crois. Si, bien entendu que si, bien entendu. Si, justement, ils sont d'un grand soutien et un accompagnement de grande valeur pour les freelances, justement. D'accord, j'ai regardé ça. C'est vrai que j'ai lancé une activité il n'y a pas si longtemps, donc je ne sais pas encore. Ah oui, vraiment, Alliance France Design. Donc, allez-y, ils sont vraiment formidables. Oui. Marche, merci. Oui. Et ils insistent beaucoup sur ces aspects-là. C'est pour ça qu'ils sont vraiment en défense de notre travail. Donc, toujours dans la question, à qui créer cette question? En interne. Vous avez du temps devant vous. Vous l'évoquiez, on passe beaucoup de temps. Oui, je suis bien d'accord. Et le temps, ce qu'on appelle le time to market, parfois, il est très court. Il arrive très fréquemment qu'on nous appelle en nous disant, voilà, j'ai un mois ou j'ai 2 mois. Donc, nous, on doit vraiment être en hyper agile dans ces cas-là. Et c'est pour ça que les processus ont de l'importance. C'est-à-dire que non seulement un résultat doit sortir, mais il doit sortir vite. Donc, vous avez tout le temps devant vous en interne.
Mais ce temps que vous investissez là, vous n'allez pas l'investir sur le fait de développer votre entreprise ou gérer votre entreprise. Ça, c'est vrai. Vous ne pouvez pas être partout. Pour le non, souvent on dit « Ah, c'est le brainstorming, c'est vachement sympa, c'est enthousiasmant et tout le reste. » Ok, mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire du team building? C'est divertissant, c'est agréable. Ouais, mais on parle de business, on parle vraiment de business. Il n'y a pas d'argent. Oui, c'est vrai. Au début, faites quelque chose. Vraiment, je vous engage à faire quelque chose, même si ce n'est pas le fin du fin. Faites quelque chose, ça vous permettra de vous lancer et d'apprendre. Et après, quand vous irez remettre en jeu au bout de 3 ans, 4 ans d'activité, et que là, vous aurez confirmation que vous êtes bien présent sur votre marché, là, vous aurez appris des choses et vous pourrez les transmettre à votre agence, les partager avec votre agence qui aura des billes. Donc, faites quelque chose de toute façon. Vous pouvez aussi prendre un prestataire dont c'est occasionnellement l'activité. Effectivement, bon, ça, Loïs, vous le voyez, on fait, on fait des logotypes et on fait ceci, et on fait cela, on fait cela. Quand quelque chose est fait occasionnellement, on n'a pas le temps de se construire une expertise. Donc, ça peut marcher, mais c'est occasionnel. En revanche, quand on est spécialisé, eh bien là, on est en mesure de répondre aux gros enjeux business. Quand GE Healthcare nous appelle pour trouver un nom de médicament, autant vous dire qu'il y a 20 ans de recherche derrière. Donc il ne faut pas les foirer en faisant n'importe quoi. Il y a un vrai enjeu business. C'est le moment où on va attaquer le marché. Donc, il faut être sûr que sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça va fonctionner parce que c'est sur ce long terme qu'ils auront la rentabilité et l'amortissement de leurs années de recherche. Donc, c'est un investissement réellement. Et il faut du résultat. C'est vraiment un domaine qui est extrêmement exigeant. Et il n'y a rien de plus déplorable. Et ça, c'était un client qui est en Bretagne, la Southwest Valorisation. Donc, c'est un organisme gouvernemental qui sont les sociétés d'accompagnement de transfert technologique. Il disait, on a travaillé avec une première agence, on avait des éléments qui nous plaisaient beaucoup, on ne les avait pas plutôt déposés, que là, on a eu une lettre d'avocat nous demandant de retirer tout ça, puisqu'il y avait un conflit avec une marque existante. Et il dit, c'est l'expérience la plus dramatique que l'on puisse avoir. On était en pleine levée de fonds. Donc, en pleine levée de fonds, on a dû changer de nom, changer d'identité et tout recommencer. C'est un signal hyper négatif envers les investisseurs. Donc, on peut se planter sur le site. On ne se plante pas dans ce domaine-là. On n'est pas en train de s'amuser. Donc, dans ce cas-là, il y avait plusieurs millions qui ont été reportés de 6 mois. Autant vous dire que quand ils nous ont appelés, ils ont été extrêmement exigeants suite à cette déconvenue. Mais depuis, on en est au 4e projet avec eux. Et toujours sur des sujets qui sont hyper techniques, hyper pointus et justement avec des gros enjeux de recherche, de rentabilité et bien sûr à l'international. Donc, c'est dans les biotech. Le combien ça coûte? Ça fait un moment que je parle business et il est temps d'y arriver. Là, j'ai mis beaucoup de temps à récupérer ces éléments-là. Quelle est la part du chiffre d'affaires à investir pour créer une marque et pour que cette marque prenne sa place sur le terrain? Et donc, j'ai réussi à trouver des chiffres. Donc, c'est American Marketing Association. Hein, donc, c'est aux États-Unis. En France, ces chiffres n'existent pas. Je les ai trouvés aux États-Unis, mais je pense que on doit se dire qu'on doit être dans ces fourchettes-là, dans ces approximations-là. C'est à avoir en tête, c'est que vos concurrents, eux, investissent ça. Ceux qui ont une marque, ils ont fait ça. Donc, si vous voulez prendre une part de marché, il faut faire plus que ça. C'est vraiment avoir ça en tête. Et donc, on peut voir que l'éducation, ben oui, c'est un secteur dans lequel il faut énormément investir. À l'inverse, tout ce qui est extraction, construction, on est à 2% du chiffre d'affaires. OK, ça donne une idée.
Donc, il y a à la fois le secteur d'activité, ça je vous le disais tout au départ, notre première étape, nous, c'est de savoir dans quel domaine on va travailler, dans quel est le secteur d'activité sur lequel on va devoir intervenir. C'est quelle est la pression concurrentielle? Ben voilà, la pression concurrentielle en biens de conso, on peut estimer ça à 11%. Ensuite, il y a l'ambition. Si vous voulez juste rester à flot, 5% de votre chiffre d'affaires, indépendamment de votre secteur d'activité, ou survaloriser, si par exemple vous êtes dans l'éducation, ben oui, il vaut mieux investir 18% que 5%. Sinon, petit à petit, vous allez être en dessous de vos concurrents. 10%, on estime, c'est ce qu'on appelle the magic figure, c'est-à-dire, ouais, voilà, c'est comme ça qu'on a une petite croissance de son chiffre d'affaires. Donc, posez-vous la question, même si vous êtes des petites sociétés, posez-vous la question, voilà, j'ai investi combien par an sur ma marque? Où est-ce que j'en suis? Bon, ben, si je veux développer mon chiffre d'affaires, il va falloir que je fasse plus. C'est aussi simple que ça. C'est de l'investissement, ce n'est pas de la dépense. Et 20%, bien, nous qui travaillons beaucoup avec l'innovation, une start-up qui lance le truc de dingue, ben 20%, ça ne va pas être suffisant. Donc, et vraiment, ça, on le voit en France, c'est-à-dire dès qu'il y a une levée de fonds, le plus gros de l'investissement est sur la tech et pas sur cette question de marque. Dès qu'ils arrivent à l'international, ils ne comprennent pas que les grosses levées de fonds ne se font pas. Ben oui, ils ont juste une techno, ils sont rachetés pour leur techno en heures de développement. Une fois, j'en parlais avec un dirigeant, il me disait, mais je suis mortifié. Ils sont juste en train d'acheter ce que j'ai investi auprès de mes développeurs. Ben ouais, il n'y a pas de marque derrière, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas d'image mentale qui vous donne de la valeur, il n'y a pas de présence à l'esprit. C'est tout ce que vous valez, je suis désolée. Tant pis, soyez déjà bien content de récupérer votre argent. Au revoir Anaïs. Donc 20%, si vous avez l'intention de casser le marché, Au revoir, merci. ça va être insuffisant. Et ensuite, quand on nous dit en B2B, oui, ce n'est pas la peine de beaucoup investir, ben, 10 à 15% pour Accenture. G, justement, dont je parlais. Effectivement, plus 40-50 pour Google, Nike, Disney, et plus 60% pour tout ce qui est en grande distribution. Et là, le modèle économique, les 4 postes financiers, les honoraires, vous allez payer quelqu'un pour travailler, effectivement, mais derrière, il y a des droits d'auteur. Donc, ne soyez pas surpris sur cette notion de droit d'auteur, c'est l'exploitation du travail créé. Et parfois, les droits d'auteur sont supérieurs aux honoraires. Quand l'exploitation est mondiale, est à durée très longue, sur tous les médias, ben oui, les droits d'auteur sont importants. Ensuite, vous avez vos coûts d'intégration, c'est-à-dire il faut refaire tous les documents, propager ça dans refaire les packaging, etc. Et l'activation, comment je pousse ma marque sur le long terme. Donc, les 4 postes financiers d'une marque, c'est ça. Et il doit y avoir des chiffres aux 4 endroits. S'il manque des chiffres quelque part, c'est que vous n'allez pas au bout de la démarche. Et combien de temps pour devenir une marque? C'est ce que j'évoquais au début. Le temps, c'est la marque. Vous êtes un pionnier, ça va être long. Vous êtes un suiveur, ça va être beaucoup plus court. À vous de voir où vous vous situez. Je vois Laurence, tu as un effort d'évangélisation qui est colossal. Ben oui, tu es une pionnière. Tu es une pionnière. Donc, ça va être long pour placer ceci, pour placer ton service. Mais ne lâche pas. Si tu es convaincu, ne lâche pas. Mais ça va être plus long que si tu apportais quelque chose que tout le monde connaît déjà. Et là, je vous donne l'exemple d'Angeline. L'Angeline, donc ça, c'est Fanny Miel, la fondatrice, qui est une jeune femme extraordinaire. Donc, elle fait des couches lavables pour bébés. Et quand elle nous a contactés, donc elle était même en création de la société juste. Elle n'avait même pas de nom pour sa société. Donc, nous avons réellement créé toute la marque, tout ce concept de marque. Mais aujourd'hui, elle dit, quand j'ai contacté Brand Silver, elle m'a dit, j'ai vraiment eu très peur, c'était mon plus gros budget, c'était mon plus gros poste, plus gros que la production. Mais aujourd'hui, je ne le regrette pas.
Parce qu'aujourd'hui, quand on vient me voir, on me dit, mais vous existez depuis longtemps. C'est-à-dire qu'elle n'a plus à faire tout le travail de rassurance. La marque, c'est une évidence. L'Angeline, c'est une évidence. Elle l'a lancée, c'était en 2020. Et aujourd'hui, elle est déjà sollicitée par la grande distribution. Vous imaginez l'accélération que cette marque-là a produite pour elle. Elle me dit, c'est incroyable, je n'ai plus à passer mon temps à expliquer le pourquoi du comment et qu'on est une jeune société, mais qu'on travaille bien avec ça. Non, non, les gens nous disent, ok, mais on vous connaît déjà en fait, vous êtes là depuis longtemps. Ok, ben écoutez, je vous en mets combien? Je vous en mets combien? Voilà. Ça, c'est un des projets qui est primé. On va savoir, on en saura plus fin mars à quelle hauteur il est primé, mais on sait qu'on a un prix au Transform Awards Europe en biens de consommation, donc un secteur qui est très concurrentiel. Et donc, on a travaillé sur le nom, l'Angeline, et sur toute cette, non seulement la question du logotype, mais tout cet environnement visuel, c'est-à-dire pourquoi on fait tel type de photo sur le bébé, pourquoi il y a tel angle, etc. Tout ceci est étayé, expliqué, ça va jusqu'au brief du photographe, tu prends les photos comme ceci, comme cela, la colorimétrie c'est ça, les angles c'est ça, les dimensions c'est ça, etc., etc., etc. Tout est cadré, posé. Si bien que chacun des prestataires sait exactement ce qu'il a à faire. La personne qui fait les réseaux sociaux, elle a tous les modèles, elle sait exactement ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Le photographe fait ça. Le designer des couches, la designeuse des couches, elle fait ça. Tout est cadré et tout le monde est là. Dernièrement, on a travaillé sur les paquets, sur le packaging. Tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire. Et c'est une mécanique qui est impitoyable derrière. Et comme dit Fanny, c'est mon meilleur investissement. Nous en avons fini. Si vous souhaitez que nous discutions davantage sur votre marque, eh bien, je suis à votre disposition et je suis là pour répondre à vos questions. Est-ce que vous en avez d'autres? Oui, Sophie, j'avais une petite question sur le dernier exemple. En fait, c'est ton agence en fait, qui gère justement la relation avec les différents prestataires, justement, qui va faire l'interface entre la société cliente et justement le photographe, l'angle, etc. Ça dépend des cas. Ça fait partie de la mission, de la prestation, justement, d'une agence. Ça peut faire partie. Ça peut faire partie, effectivement, où là, on est en direction artistique, avec chacun des prestataires et en gestion de projet et direction artistique. Parfois, là, pour l'Angeline, Fanny avait tous les éléments. On a fait un travail très, très complet avec Fanny Niel. Elle avait tous les éléments. Elle a choisi, elle, les prestataires parce qu'elle souhaitait des gens qui étaient… Elle est au Mans. Elle souhaitait des prestataires qui soient près de chez elle. Et là, on a fait la coordination dans un premier temps. Là, aujourd'hui, donc dernièrement, Claude à nouveau a retravaillé avec l'imprimeur qui s'occupe du packaging, mais pour leur transmettre les éléments, pour faire ce transfert de compétences, le transfert de savoir-faire. Donc, parfois, on est en direction artistique et gestion de projet. Parfois, on s'implique davantage en allant chercher, nous, les prestataires, parce qu'on a un réseau qui est là et qui est très, très efficace. Ça dépend de la situation du client, en fait. D'accord. De la situation, où est-ce qu'on place le curseur. Mais en l'occurrence, oui, il y a tous les éléments, que ce soit modèle et ce qu'on appelle les charts, c'est-à-dire des guidelines sur qui fait quoi et comment. Ok, merci. D'autres questions? C'est bon. C'est bon, je vous remercie. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre présence et pour votre participation. Et comme je vous le suggérais, si vous avez d'autres questions après cette séance, je vous recolle mes coordonnées dans le chat. Et n'hésitez pas à nous contacter. Merci Sophie. Solène, Merci, je te Sophie. repasse la main. Au revoir Laurence.
Merci beaucoup, Sophie, pour toutes ces précisions. J'espère que ça vous aura bien éclairé. C'est toujours des très, très bons conseils que Sophie peut apporter. En tout cas, on vous souhaite une belle journée. On vous retrouve pour ceux qui le souhaitent vendredi pour une visio juridique. Et sachez que normalement, nous reprendrons en présentiel à partir de mi-février. Voilà, au retour des vacances scolaires. Voilà, et ben je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous. À Bonne journée. bientôt. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.